Salut les amis, alors on est reparti. Ce matin on a quitté Tarajal, Tarrafal, je sais pas comment ça se prononce. Et donc on va descendre à 20 000, c'est pas une grosse distance, à 20 000 nautiques, plus au sud de l'île de, j'ai déjà oublié, Fuerteventura. Donc j'avais prévu une livraison de colis, j'avais fait envoyer un colis à Grande Canaria. Et ben vous savez quoi? Le colis a été renvoyé à l'expéditeur, donc en fait il est jamais arrivé. Donc normalement là j'étais content, je regardais le suivi, je disais ah bientôt livré. Et en fait visiblement il a été livré mais pas à Grande Canaria en France. Génial, génial. On m'avait dit que c'était la galère de faire livrer aux Canaries. Ça semble vrai. Alors oui. Donc là j'abandonne la livraison de colis aux Canaries. Le prochain coup je me ferai livrer donc le colis en Guadeloupe. Est-ce que si je me fais livrer le colis en Guadeloupe ça va arriver mieux? France à France, c'est même pas sûr hein. On est le 4 octobre, il est 9h30. Normalement vers 14-15h on devrait arriver. Salut les amis. Alors aujourd'hui on va parler énergie. C'est une grosse vidéo. Petit rappel, je vous partage dans mes vidéos, que ce soit celle-là ou les autres, je vous partage la façon dont moi je fais. À aucun moment je détiens la vérité. Je vous conseille de vous renseigner. Moi je vous partage ma façon de faire, comment je fais, mes points de vue. Maintenant que je vous ai dit ça, on peut commencer. Sur Oukiva, il y a 3 sources d'énergie. En premier, les panneaux solaires, c'est 99% de la production. En deux, le moteur, qui permet de temps en temps de donner un petit coup de boost sur les batteries. Et j'ai également le chargeur de quai quand je suis au port. Donc oui, j'ai mis le chargeur de quai comme une source d'énergie. C'est vrai que celle-là, elle est plus qu'intermittente puisqu'il faut que je sois au port. Mais en fait, toutes ces sources d'énergie sont intermittentes. Les panneaux solaires, il faut qu'il y ait du soleil et le moteur, il faut qu'il soit allumé. Donc il existe d'autres sources d'énergie que j'ai pas choisi de prendre. Alors je vais quand même les énumérer, les autres sources d'énergie, et je vais vous dire ce que j'en pense. Ça n'engage que moi, hein, encore une fois. Donc il y a les éoliennes. Donc l'énergie par éolienne, donc moi j'aime pas les éoliennes. Alors j'ai étudié un peu le fait d'avoir une éolienne. Je dis pas que ça peut pas être une source d'énergie. Si demain je vais dans un pays où il n'y a pas de soleil, je mettrai une éolienne. Là, je navigue dans des endroits où il y a du soleil, en tout cas assez pour que j'ai pas besoin de m'embêter avec une éolienne. Donc je vais juste vous donner, c'est juste une info. Là, depuis qu'on est parti, on a croisé 4 bateaux avec qui on a fait amis. Les 4 bateaux avaient des éoliennes. Les 4 bateaux avaient l'éolienne en panne. Ça ne veut pas dire que tous les bateaux ont leur éolienne en panne. Ça veut juste dire que moi, là, sur la traversée, les 4 bateaux que j'ai rencontrés qui avaient des éoliennes, les 4 bateaux avaient l'éolienne en panne. Voilà. Donc ça veut dire que pour l'instant, c'est un 100% d'éolienne en panne. Alors à chaque fois, il y avait à chaque fois des bonnes raisons. C'était soit les roulements qui étaient nazes sur une éolienne qui était neuve, voilà, soit le régulateur qui était naze, mais le régulateur se trouvait à l'intérieur de l'éolienne, donc ça posait des problèmes, parce qu'il fallait démonter l'éolienne pour changer le régulateur ou se repiquer sur les fils, mais étant donné que l'éolienne elle débrayait quand elle fournit trop d'énergie, donc il faut que le régulateur ait une sortie qui dit si ça tourne trop vite ça bloque l'éolienne. Enfin c'est compliqué, tout ça c'est compliqué, plus le bruit que ça fait. Moi sur Oukiva je n'ai pas d'éolienne et pour l'instant c'est pas du tout au programme. En plus il faut pouvoir placer l'éolienne. Moi c'est hors de question que je mette l'éolienne au-dessus des panneaux solaires, hein. Si les panneaux solaires sont à l'ombre de l'éolienne, donc il faut que je trouve un autre emplacement, ou alors il faut que je la rabaisse, mais à ce moment là il y a les pales qui peuvent être gênants. En plus la problématique de l'éolienne c'est que quand vous faites le tour de l'Atlantique, vous êtes souvent au portant,
Et au portant, quand vous êtes au vent arrière et qu'il y a des grosses vagues, avec la vitesse du bateau, il y a un vent apparent qui est créé. Donc dans le creux de la vague, l'éolienne recevra le vent de l'avant du bateau, et sur la crête de la vague, elle recevra le vent vrai, on va dire, le vent qui viendra avant-arrière, donc arrière au bateau. Donc l'éolienne n'arrêtera pas de faire dans un sens, dans l'autre. Elle ne pourra pas prendre une vitesse de croisière, on va dire, et c'est compliqué. Pour l'éolienne, c'est compliqué. À ce moment-là, il faut des éoliennes. J'en ai vu. Et je trouve que c'est des très bonnes idées. C'est des éoliennes, au lieu d'avoir une hélice, c'est quelque chose qui tourne comme ça. Je vous mettrai une photo. Donc je trouve ce type d'éolienne pas mal. Après, j'ai pas étudié le rendement. Autre source que je n'ai pas choisi de prendre, c'est l'hydrogénérateur. L'hydrogénérateur, c'est une très bonne solution, je trouve. Mais on trouve des hydrogénérateurs à partir de 3500 €. C'est le Watt & See. Moi je trouve que effectivement c'est une très bonne option pour être sûr d'avoir de l'énergie pour le pilote automatique, quoi qu'il arrive, dès qu'il y a assez de vent pour faire avancer le bateau. Donc après, il existe d'autres systèmes comme la pile à hydrogène. Je dis pas que c'est une mauvaise solution, je pense que c'est une bonne solution, mais encore une fois le coût est... Pour moi, le coût est beaucoup trop cher par rapport à l'utilisation sur un an. Je ne voulais pas investir. Si demain je vais, encore une fois, si demain je vais au Groenland, oui, j'aurai une pile à hydrogène, une petite pile dans le bateau. Dans les piles à hydrogène qui vendent pour camping-car ou pour bateau, c'est exactement comme un groupe électrogène. Il faut mettre un liquide pour que ça fonctionne. Évidemment, il faut en mettre beaucoup moins. Donc tout l'intérêt est là. Et surtout, ça fait beaucoup moins de bruit. Alors, puisqu'on parle du groupe électrogène, donc moi, j'en ai pas de groupe électrogène. Je suis... Alors, c'est toujours pareil. Moi, je suis pas super chaud pour le groupe électrogène. Déjà, ça fait un moteur de plus à entretenir. Bien que aujourd'hui, on trouve des groupes électrogènes de bonne qualité qui sont pratiquement sans entretien. Par contre, ça fait du bruit, ça demande une gestion parce qu'il faut quand même remettre de l'essence, enfin voilà. Donc le groupe électrogène, moi j'en ai pas, ça marche très bien sans. Donc je reviens sur les panneaux solaires. Donc aujourd'hui, les panneaux solaires sont beaucoup moins chers qu'il y a quelques années. Ça vous permet pour moindre prix d'avoir des grosses surfaces de panneaux solaires. Alors n'oubliez pas, si vous posez des panneaux solaires, il faut que ça tienne quand il y a du vent. Alors vous allez me dire, ouais, mais les panneaux solaires ils sont profilés dans le sens du bateau. Mais pensez que votre bateau il peut gîter. Et je vous assure que même au mouillage, si vous prenez 50 nœuds de vent, votre bateau il va se retrouver sur le côté. Et donc il y aura une bonne prise au vent des panneaux solaires. Je vais juste vous montrer ce que moi j'ai fait. Donc ça c'est de l'inox, voilà. Donc c'est ce qui tient mes panneaux solaires. Et là j'ai mis effectivement c'est une barre en aluminium, d'accord. C'est un profilé en aluminium, mais vous voyez il est relativement costaud le profil en aluminium. Donc là c'est simplement pris dans le cadre en aluminium, mais de l'autre côté j'ai mis une contreplaque en aluminium qui prend beaucoup plus large, hein, pour solidifier le système. Voilà. Bon, je dis pas que c'est parfait ce que j'ai fait, mais ça a le mérite de tenir dans le gros temps. Donc du moment que ça tient, c'est bon. Un conseil, mais ce n'est qu'un conseil de ma part, je mets du monocristallin. Pour moi, je mets que du monocristallin. Je mets pas du polycristallin. Après, l'autre question que vous pouvez être amené à vous poser, c'est est-ce que je mets un gros panneau ou plein de petits? Alors quand je dis petit, je dis des panneaux de 100 watts. Alors, il vaut mieux avoir plusieurs panneaux de 100 watts. Par exemple, il vaut mieux avoir 400 watts avec 4 petits panneaux qu'un gros panneau de 400 watts. Cela pour plusieurs raisons. Alors déjà, première raison, les panneaux solaires, quand il y a une partie qui est à l'ombre, imagine vous avez juste l'ombre d'un haubans ou l'ombre du mât sur le panneau, même si c'est sur juste 10% du panneau, la rentabilité du panneau va s'effondrer. Alors oui, je sais que les nouveaux panneaux, soi-disant, ils sont conçus pour gérer ce problème-là. Et donc dans un gros panneau, en fait, c'est comme s'il y en avait plusieurs petits qui sont isolés. Et donc ça évite que si vous avez 10 cm² d'ombre sur un énorme panneau de 400 watts, vous vous retrouviez avec une chute de rendement du panneau énorme. Néanmoins, le fait d'avoir plusieurs panneaux
offre un autre avantage, c'est que vous pouvez avoir un panneau qui tombe en panne, il vous reste les autres. Moi j'ai 400 watts de panneau solaire, je préfère avoir 4 petits panneaux que un grand panneau de 400 watts. Autre chose, pas orientable sur les panneaux solaires, j'ai abandonné. Et je dis pas que c'est pas mieux qu'ils soient orientables, je dis que moi j'ai autre chose à faire que toute la journée aller orienter mes panneaux. Moi j'ai 4 panneaux solaires de 100 watts. Alors est-ce que 400 watts c'est suffisant? Eh bien ça dépend de votre consommation. Donc je vais vous donner un exemple. Nous, lors de notre premier tour de l'Atlantique, on avait une consommation à peu près 70 ampères-heure par 24 heures en navigation. 70 ampères-heure, c'était le frigo, le pilote, les tablettes, enfin tout, l'énergie du bateau, c'était 70 ampères-heure. Aujourd'hui, la consommation de Hookiva a potentiellement énormément augmenté. C'est-à-dire qui viennent se rajouter à cette consommation, on a la possibilité d'utiliser Starlink. Donc moi j'ai le système Starlink, j'ai pas modifié, donc j'ai le système qui utilise du 220, donc il me consomme 5 ampères à l'heure. J'ai la possibilité de faire de l'eau, donc là c'est 17 ampères, et donc tout ça, ça consomme. Notre consommation électrique est de, si on est en mode entre guillemets économie, on consommera 70 ampères sur une durée de 24 heures. Et si jamais tout est allumé, en tout cas tout est allumé, ou en tout cas il n'y a pas de restriction, on arrive quelquefois à dépasser les 200 ampères pour 24 heures. Alors pour vous donner une idée, alors vous allez me dire, mais en fait tout ça, ça va dépendre de combien produisent tes panneaux solaires. Donc moi avec 400 watts de panneaux solaires, j'ai une production, s'il y a du soleil, pour une journée, que ça soit, alors j'ai remarqué que ça soit en navigation ou au mouillage, j'arrive à avoir le même niveau de production. On est un peu en dessous des 2 kW. On est à 1,8 kW par jour d'ensoleillement. Pour une journée d'ensoleillement, j'arrive à faire 1,8 kW. Alors 1,8 kW, on est parti sur les ampères-heure, on va rester sur les ampères-heure. Donc ça fait 150 ampères. Donc j'ai une production journalière, je peux compter, si j'ai du soleil, 150 ampères. Effectivement, si j'ai des journées où il y a moins de soleil, tout de suite ça s'effondre à 1,4 kW, 1,3 voire moins, mais pour l'instant j'ai pas fait moins de 1,3 kW. Une journée de soleil, 150 ampères qui arrivent dans les batteries. Donc je rappelle, hein, je vous ai dit avant que j'avais une consommation entre 70 ampères pour 24 heures ou 200 ampères si jamais je lâche les chevaux et je fais pas de restriction d'énergie. Ça peut même monter au-delà, mais bon, on va compter 200 ampères max, parce qu'en principe je râle avant. Donc oui, si j'avais la possibilité, si j'avais l'occasion de mettre plus de panneaux solaires, je le ferais. Comptez que avec 400 watts de panneaux solaires, on arrive très bien à être autonome. Vous avez vu que je vous ai donné ma consommation. Donc la consommation de 70 ampères pour 24 heures, je pense que avec le pilote automatique, en faisant un peu attention, elle est tout à fait tenable. Donc avec 400 watts de panneaux solaires, c'est très facile à gérer. Donc on va rester sur juste le frigo, le pilote automatique et recharger tablette et téléphone et puis un petit coup d'ordinateur. 70 ampères par jour avec 400 watts, avec 400 watts de panneaux solaires, ça le fait. Ça va dépendre évidemment de votre pilote automatique, ça va dépendre du type de bateau. Pareil, si vous avez un congélateur, ça augmente la consommation. Moi, j'ai pas de congélateur. Sachez que moi, j'ai 400 watts et j'arrive avec 400 watts. Mais si vous avez l'occasion de mettre plus, mettez plus. L'important, c'est que quand il y a du vent, ça tienne. Voilà, je crois que pour les panneaux solaires, c'est tout. Alors maintenant, on va parler des batteries. On va à la transition batterie, panneaux solaires. Alors les batteries, lors du premier voyage, où on avait une consommation électrique raisonnable, je voyais bien que à 10 heures, mes batteries étaient rechargées de la nuit. Elles étaient full. C'est pour ça que j'ai pas rajouté
2 panneaux solaires. Par contre, ce que j'ai fait, je suis passé à un parc batterie lithium. Donc mon parc batterie service est un parc batterie lithium. Donc je suis passé à, tenez-vous bien, 600 ampères de batterie de service. Petit rappel, les batteries de service, c'est les batteries qui servent pour le frigo, le pilote automatique et tout le reste. La batterie de démarrage, comme son nom l'indique, c'est la batterie qui sert en principe uniquement à démarrer le moteur. Alors je vais énoncer exactement ce que j'ai. Donc, alors, une batterie de démarrage de 100 Ah plomb. Côté batterie de service, j'ai 3 batteries lithium de 200 Ah. J'ai également une batterie lithium de secours de 120 Ah qui, elle, est hors circuit et qui attend juste d'être connectée en cas de... En cas de problème sur le parc batterie de service. J'ai également les batteries de mon propulseur d'étrave. Donc mon propulseur d'étrave est un propulseur en 24 volts. Donc j'ai 2 batteries de 12 volts au plomb de 75 Ah. Petit rappel pour ceux qui ne sont pas au fait de ces choses, les différences entre les batteries lithium et les batteries au plomb. Donc les batteries au plomb, elles peuvent fournir un nombre d'ampères en instantané, qui est par exemple ma batterie de démarrage au plomb. Elle doit pouvoir fournir, je pense, 800 ampères. Une batterie lithium, voilà, une batterie lithium de 100 Ah, si elle sait vous donner en instantané 100 Ah, c'est déjà une bonne batterie lithium. Ça, c'est la première différence. Donc les batteries au plomb peuvent donner une énergie beaucoup plus grosse sur un temps court. Les batteries au plomb ne supportent pas une décharge complète. Donc une batterie au plomb que vous déchargez à 100%, vous avez une chance sur 2 qu'elle n'arrive pas à redémarrer, qu'elle soit morte. Donc effectivement, ça c'est un gros avantage de la batterie lithium, c'est que si jamais vous vous plantez, vous faites une erreur et que vous ne voyez pas que vous avez quelque chose qui consomme et qui vous sèche la batterie à 0, eh ben elle va repartir comme si de rien n'était. Et vous pourrez de nouveau avoir accès à toute la charge. Autre chose, alors je fais une petite précision, je parle des batteries lithium équipées de BMS. Ah oui, c'est important ça. Donc qu'est-ce que c'est que le BMS? C'est une petite carte électronique qui est dans la batterie lithium et qui, elle, va gérer les différents éléments de la batterie pour pas que ces éléments s'abîment. Donc elle gérera si vous avez une surintensité, tac, elle va couper la batterie. Si le voltage est trop élevé pour la batterie, elle va couper la batterie. Si quand la batterie arrive trop déchargée, elle va couper la batterie. Donc tout ça, c'est le BMS qui gère. Donc c'est une protection par l'électronique. Ça empêche évidemment que la batterie s'abîme et également ça empêche que la batterie prenne feu ou explose. Donc c'est un petit détail qui est important, hein. Batterie lithium avec BMS, je parle que de... Bon, je reviens au sujet. Donc, autre différence, la durée de vie. Alors, une batterie au plomb, alors on va dire une bonne batterie au plomb. AGM, c'est entre 500 et 700 décharges complètes. Donc, elles vont supporter entre 500 et 700 décharges. Une batterie lithium, c'est entre 5000 et 7000. C'est un facteur de 10. Je ne sais pas si vous imaginez. Ça veut dire qu'une batterie lithium, techniquement elle dure 10 fois plus qu'une batterie au plomb. Autre différence entre la batterie lithium et la batterie au plomb, la batterie lithium va avoir un voltage légèrement plus élevé que la batterie au plomb, et ça c'est important pour la suite, c'est important. Là-bas, vous allez voir, on y reviendra, mais une batterie lithium 12 volts chargée à 100%, en fait, quand elle est à 13,5 volts, elle est chargée à 100%. Je parle de mes batteries lithium, hein. Peut-être vous en avez ou c'est un peu différent, mais en principe, la batterie lithium a un voltage légèrement supérieur à la batterie au plomb. Par exemple, ma batterie au plomb, ma batterie de démarrage, elle, quand elle est à 12,8, elle est chargée full. D'accord, 100% 12,8, l'autre 13,5. Dit comme ça, vous vous dites ouais, mais il y a même pas, c'est pas beaucoup entre les deux. Eh ben si, c'est énorme. L'autre chose, c'est que la batterie lithium va vous donner également, va vraiment essayer de vous donner un voltage correct jusqu'au bout. Et tout d'un coup, le BMS va couper. Tac. Donc vous aurez quelque chose, vous n'allez pas vous en rendre compte.
tout va fonctionner et tout d'un coup, paf, ça va couper. Contrairement à la batterie au plomb qui, elle, va donner des signes de faiblesse. C'est-à-dire, elle va plus marcher, elle va remarcher, elle va plus marcher, elle va remarcher. Et puis à la fin, vous aurez plus que 8 volts. Donc, il y a des choses qui pourront plus fonctionner, il y a des choses qui fonctionneront. Et avant que elle soit complètement naze. Et même quand elle est complètement morte, elle vous donne souvent, même quand elle est complètement vidée, elle vous donne encore 4, 5, 6 volts. D'accord? Donc, vous avez des équipements sur le bateau qui continuent à marcher même à 4, 5, 6 volts. Il y a certaines diodes qui continuent à s'éclairer avec si peu d'énergie. Alors que la batterie lithium, elle a un BMS qui, quand ça descend en principe en dessous de, je voudrais pas dire de bêtises, quand ça arrive vers les 10 volts, je crois, hein, quand ça arrive, je vous mettrai hein, je vous mettrai là, quand ça arrive à 10 volts, le BMS coupe. Voilà. Donc en fait, vous n'arrivez jamais à 8 volts et vous n'avez jamais cette sensation de ah tiens, les batteries sont un peu faibles. Tac, voilà. Ça coupe d'un coup. Donc ça peut surprendre. Je crois qu'on a fait le tour, c'est pas mal. Ah oui, autre chose, autre grosse différence entre les batteries au plomb et les batteries lithium, c'est que les batteries au plomb n'ont pas les mêmes cycles, n'ont pas les mêmes courbes de charge que les batteries lithium. Ah, que je répète, les batteries au plomb n'ont pas les mêmes courbes de charge que les batteries lithium. Alors, c'est là que je vais vous donner mon avis. Donc évidemment, la batterie lithium, vous avez compris, sur le papier est beaucoup mieux que la batterie au plomb. Moi, je vais aller à contresens des professionnels. Vos batteries lithium peuvent être chargées avec un chargeur de batterie au plomb. Oui, ça fonctionne. En fait, ce qui va se passer, c'est que au lieu de charger vos batteries à 100%, les chargeurs de quai de batterie au plomb ne seront pas capables de charger les batteries lithium à 100%, mais ils vont les charger à 80%. En utilisation batterie de service, une batterie lithium de 100 Ah chargée à 80% sera toujours plus efficace qu'une batterie AGM plomb chargée à 100%. Une batterie AGM plomb de 100 Ah chargée à 100%. Vous voyez là où je veux en venir. Donc même chargée à 80%, toujours favorable côté batterie lithium. C'est pas parce que qu'on passe aux batteries lithium qu'il faut changer tous ces équipements de chargement dans le bateau. Alors de toute façon, il faut un minimum un régulateur solaire MPPT, et moi mon régulateur solaire MPPT il gère les batteries lithium, donc j'ai pas de souci avec ça. Mon chargeur de quai, c'était un vieux chargeur de quai et il ne gérait pas les batteries lithium. Donc jusqu'à présent, j'avais un chargeur de quai plomb, mon vieux chargeur de quai qui était vendu avec le bateau, et j'avais raccordé dessus mon parc de batteries de service, c'était les batteries lithium. Le chargeur de quai chargeait impeccable les batteries lithium, sauf que elle ne chargeait pas les batteries lithium à plus de 80%. Mais c'est pas grave, puisque à côté, en parallèle, j'avais, de toute façon, quand j'étais au quai, j'avais également mes panneaux solaires, et donc ça me permettait de faire des charges à 100% de mes batteries lithium quand j'étais au port. Néanmoins, mes batteries lithium, il faut savoir que les courbes de floating des batteries lithium, quand la batterie est chargée à 100%, et les courbes de floating des batteries au plomb, c'est pas exactement les mêmes. Donc il est conseillé pour prolonger la durée de vie. Alors je dis bien prolonger la durée de vie. Ça ne veut pas dire que les batteries vont être mortes si vous les chargez avec un chargeur de quai au plomb. Si vous chargez vos batteries lithium avec un chargeur de quai au plomb, ça ne veut pas dire que vos batteries lithium vont mourir. C'est juste que si vous laissez les batteries branchées pendant des semaines et des semaines, des mois et des mois sur le chargeur de quai, effectivement, le floating du chargeur de quai au plomb sur une batterie lithium est pas top. Et donc ce qui est bien, c'est qu'une fois que les batteries lithium sont chargées, pouvoir les déconnecter pour pas justement les user prématurément. D'accord? Je dis bien les user prématurément. Je dis pas que ça marche plus, hein. Contrairement aux vendeurs qui ont tendance,
évidemment, hein, eux, ils veulent faire du business, qui vous disent « Ah mais non, c'est pas le même chargeur de quai, il faut un chargeur de quai spécial, il faut un chargeur machin spécial. » Donc c'est possible d'utiliser le chargeur de quai plomb pour charger les batteries lithium. C'est juste que ça va se charger à 80%. Une fois que c'est chargé au taquet, je vous conseille quand même, si vous n'êtes pas sur le bateau, de débrancher votre chargeur de quai. Mais vous allez voir que je vais vous donner l'astuce pour régler le problème. Plus tard dans la vidéo, je vous donne l'astuce pour régler le problème du chargeur de quai. Et je règle, et donc pour régler l'astuce du chargeur de quai, donc après je vais entamer la question du chargeur de l'alternateur. Alors l'alternateur, moi j'ai un alternateur qui charge la batterie de démarrage. C'est ça qui est important. Moi, ce que je veux, c'est que mon alternateur il charge la batterie de démarrage. Le reste, je m'en fous. Donc c'est la priorité, c'est que ma batterie de démarrage soit chargée. La batterie de démarrage, comme je vous ai dit, à 12,8, elle est chargée à 100%. Et donc le voltage, l'excitation de l'alternateur est pris sur la batterie de démarrage. Donc lui, l'alternateur, il va gérer pour charger la batterie de démarrage, hein. Donc quand il va arriver, alors si vous avez des batteries lithium, pour régler le problème à moindre coût du chargement de ces batteries au quai et du chargement de ces batteries quand vous êtes, pour régler à moindre coût, je vais pas y arriver, hein. Pour régler à moindre coût la charge des batteries lithium quand vous êtes au moteur avec votre alternateur, ou quand vous êtes au quai, pour avoir une charge optimisée pour les batteries lithium. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai débranché les batteries lithium du chargeur de quai, j'ai débranché les batteries lithium de mon répartiteur de charge de mon alternateur, et j'ai opté pour un booster. C'est-à-dire ce qu'ils appellent booster, c'est, bon, je vais vous donner la marque. Alors normalement je donne pas de marque, enfin je donne pas de marque, je vais vous donner ce que j'utilise. C'est pas de la pub, enfin vous faites comme vous voulez. J'utilise le modèle de chez Victron, le booster Orion 1212. Donc qu'est-ce que j'ai fait en fait? J'ai branché ce booster sur ma batterie de démarrage pour que quand la batterie de démarrage, en fait j'ai fait en sorte que quand la batterie de démarrage reçoit plus de 13 volts, hein, quand la batterie de démarrage reçoit 13 volts, ça déclenche le booster qui va prendre de l'énergie sur la batterie de démarrage et qui va donner jusqu'à 30 ampères aux batteries de service. Le booster, j'ai calibré pour donner à des batteries lithium. Donc en achetant un seul élément, je gère le chargement quand je suis au moteur. Donc quand je suis au moteur, forcément il va donner 13 et des poussières à ma batterie de démarrage. Donc automatiquement le booster il va dire ah tiens, c'est au-delà de 13 volts, donc je démarre, je pompe sur la batterie de démarrage et je donne jusqu'à 30 ampères à la batterie de service. Donc ça c'est quand je suis avec le moteur. Et quand je suis au port et que je branche mon chargeur de quai lui forcément il alimente ma batterie de démarrage, donc forcément il lui donne plus de 13 volts pour pouvoir charger la batterie de démarrage. Le booster lui il détecte que le voltage est plus à 12,8 mais au-dessus de 13 volts, tac, il va pomper sur la batterie de démarrage qui elle est alimentée pour donner à la batterie, aux batteries de service lithium. Et évidemment ce booster Orion 12 volts, donc il faut le paramétrer. Il y a un moyen de le paramétrer pour justement qui se règle sur qui démarre seulement quand il a le bon voltage. Vous pouvez lui-même mettre une temporisation. Donc moi il a une temporisation de 2 minutes. Donc quand il détecte qu'il y a le bon voltage, il attend 2 minutes et après il envoie l'énergie sur les batteries de service. Évidemment il regarde toujours que la batterie de démarrage soit alimentée. Dès que, si jamais le voltage de la batterie de démarrage s'effondre, tac, il arrête
il s'arrête automatiquement. Donc il va détecter automatiquement quand je vais couper le moteur et que l'alternateur arrêtera de tourner. Et il va couper également automatiquement quand le chargeur de quai sera débranché et arrêtera de fournir de l'énergie à la batterie de démarrage. Donc il peut aller jusqu'à 30 ampères, mais il a un mode bulk, il a un mode floating, il a un mode absorption. Enfin bon, il a automatiquement, il va faire toutes les phases de chargement de vos batteries lithium. Et donc vous allez acheter un seul élément au lieu d'acheter un chargeur de quai spécial lithium, un chargeur de machin, enfin voilà. Là vous achetez un élément qui fait les deux. Et l'installation, elle est assez simple. Alors vous allez me dire, oui Eric, fais-nous un schéma. Ben, le schéma, il est tout simple en fait, hein. Il faut juste le brancher sur la batterie de démarrage et le brancher sur les batteries lithium. Et c'est tout. Vous avez un fil moins, un fil batterie de démarrage, un fil batterie de service. Et c'est tout. Vous avez besoin de faire rien d'autre. Après, vous allez évidemment avec votre téléphone, vous vous connectez en Bluetooth à ce booster et vous lui mettez les valeurs que vous voulez pour qu'il démarre et qu'il s'arrête automatiquement. Vous lui mettez les valeurs en volts pour qu'il s'arrête et qu'il démarre automatiquement. Je regrette juste qu'il n'ait pas un graphique avec le nombre d'ampères qu'il a donné. Bon, moi j'ai une pince ampère-métrique, j'ai pu regarder. En fait, il charge à 25, enfin il voit. Après ça va dépendre si vos batteries de service sont très déchargées, il va charger à fond. Si vos batteries de service sont pleines, bah, il va passer en mode floating très vite. En tout cas, ce que j'ai vu, c'est que il ne va pas charger les batteries en bulk, il va pas charger plus de 10 heures à vos batteries de... Enfin, il y a plein de modes de protection pour prendre soin des batteries lithium. Voilà. Sans décharger la batterie de service, évidemment. Forcément, si la batterie de service, si l'alternateur donne pas assez de tension, d'intensité à la batterie de service, lui, il va pas se mettre en route, quoi. Donc je trouve c'est pas mal. Alors moi je l'ai installé dans un placard et je trouvais qu'il chauffait. En fait il arrivait assez vite à 45 degrés. Je trouvais que c'était pas assez aéré, donc je lui ai rajouté un ventilateur. Un petit ventilateur, là justement je viens juste de lui rajouter le ventilateur. Donc maintenant que j'ai fait le tour, donc c'est l'heure de l'école, il faut que c'est mon tour de faire le quart. En plus, on est pratiquement au vent arrière, il n'y a pas de vent. Ça avance pas. On est à combien là? On est à 4 nœuds, 4,4 nœuds. Pour ceux qui sont intéressés par faire leur installation, c'est vrai que j'ai essayé de donner un maximum de détails. Donc là, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je descende dans les cabines, mais pour vous montrer comment j'ai casé les batteries de 200 ampères-heure. Parce que les batteries de 200 ampères-heure, elles sont comme les batteries de 200 ampères-heure lithium, elles sont assez grosses. Ah oui, j'oubliais. Putain, il faut que je vous dise ça aussi. Pour les batteries lithium. Alors, les batteries lithium. Moi, j'ai eu un petit souci avec les batteries. Enfin, j'ai eu un petit souci. J'ai pas eu un souci avec les batteries lithium. Je me suis rendu compte que les batteries lithium, eh ben, ils vous disent que vous avez 200 ampères-heure dessus, mais certaines batteries lithium, il y a 200 ampères-heure. C'est marqué que vous pouvez pomper jusqu'à 200 ampères-heure avant que la batterie coupe. Et puis quand vous avez pompé 150 ampères, il n'y a plus rien. D'accord? Donc je voulais pas me faire avoir sur l'achat des batteries lithium qui est assez cher. Alors là ça s'est quand même bien effondré. C'est-à-dire que une batterie lithium qui n'est pas d'une grande marque, une batterie AGM plomb d'une bonne marque, c'est 250 €. Une batterie 100 ampères lithium, vous pouvez la trouver également à 250 €. Achetez vos batteries lithium. Alors je d'abord, avant de vous dire la marque de mes batteries lithium, il faut que je vous explique deux trois petites choses. Donc moi ce que j'ai fait, c'est chez moi, donc moi j'ai une formation d'électricien à la base. Chez moi j'ai fait un banc pour pouvoir tester les batteries lithium. Donc avant d'acheter les batteries lithium, j'essayais de trouver les batteries lithium et je les passais sur mon banc. Et ce que je me suis rendu compte, parce que je voulais pas acheter une batterie de 200 ampères-heure et avoir que 50 ampères-heure à l'intérieur, vous voyez.
Donc j'ai passé mes batteries sur un banc d'essai pour faire des décharges rapides, des décharges lentes, prendre les valeurs, faire des abacs, des tableaux, essayer de voir le voltage que j'avais au bout de 6 heures de décharge à 10 ampères, le voltage que j'avais au bout de 10 heures de décharge à 10 ampères, etc. etc., etc. Donc j'ai fait des décharges à 5 ampères, à 10 ampères, à 15 ampères, à 20 ampères, à 30, à 70, à 140 ampères. Enfin bon, voilà. Vous avez compris le principe. Le but, c'était, quand j'investissais dans ma batterie lithium, de ne pas me faire avoir. Qu'est-ce qui vous permet de ne pas vous faire avoir? Alors déjà, il y a un petit détail, c'est le poids de la batterie. Regardez le poids de la batterie, s'il vous plaît. Quand vous achetez une batterie lithium, regardez quel poids elle fait. Donc une batterie lithium, elle doit être plus légère qu'une batterie au plomb, ça on est d'accord. Mais quand même, le lithium, ça a un poids. Donc vous pouvez compter que pour une batterie de 100 ampères-heure, vous avez un poids qui doit avoisiner les 10 kg. Si vous avez 100 ampères-heure ou 200 ampères-heure, si vous achetez une batterie de 150 ampères-heure et qu'elle fait à peine 6 kg, messieurs, dames, c'est qu'il y a anguille sous roche. Comptez à peu près 10 kg pour 100 ampères-heure. Si votre batterie est un peu plus légère, bon, si elle fait 500 grammes de moins, c'est pas grave. Si elle fait 500 grammes de plus, c'est pas grave. Mais si vous avez une batterie de 100 ampères-heure qui fait 5 kg, c'est pas possible. Une batterie de 100 ampères-heure lithium qui fait 5 kg, c'est qu'il vous manque du lithium. Donc il va vous manquer de la puissance. Donc le poids, c'est très important. Ça fait pas tout. Mais, parce qu'on peut imaginer que nos amis chinois sont capables de mettre un peu de sable pour alourdir les batteries, pour rattraper le poids, mais néanmoins, le poids, c'est important. Donc, premier indice, le poids. Donc, une batterie de 100 ampères-heure doit faire 10 kg, à peu près, et une batterie de 200 ampères-heure doit faire au moins 20 kg. Hein? Si c'est en dessous, c'est que c'est pas bon. Donc moi j'ai trouvé des batteries lithium vendues pour 150 ampères et finalement dedans il n'y avait que 60 ampères. Voilà. Batterie lithium vendue 150 ampères et après quand vous faites des tests de décharge, il n'y a que 60 ampères à l'intérieur. Donc les batteries pas chères, effectivement, il faudrait pouvoir les tester. Donc moi j'ai pu tester différents types de batteries. Je me suis arrêté sur une marque et je vais vous donner la marque. Je n'ai pas, encore une fois, avant de vous donner la marque, je veux dire plusieurs choses. Donc moi j'ai testé ces batteries. J'ai testé ces batteries à un instant T. Ça ne veut pas dire que le constructeur aujourd'hui n'a pas changé des choses pour gagner des sous et n'a pas modifié la fabrication de ces batteries pour faire baisser et à baisser les capacités des batteries. Ce que je veux dire, c'est que je vais vous donner la marque que j'ai achetée. Moi, je les ai testé mes batteries, j'en suis très content. Alors, je suis très content, je ne les ai pas testées sur la durée. Dans 10 ans, je pourrais vous dire, oui, c'était des bonnes batteries sur la durée. Pour l'instant, sur la capacité, pour l'instant, je n'ai testé que la capacité de la batterie. J'ai acheté des batteries de 200 ampères-heure que j'ai testées sur des bancs d'essai. J'ai trouvé une première batterie, sur les 3 batteries de 200 ampères que j'ai achetées, j'ai une batterie, j'ai réussi à tirer 230 ampères. J'ai 2 batteries comme ça. Et j'ai une batterie sur les 3 où j'ai réussi à tirer 240 ampères. Donc j'estime que c'est des bonnes batteries. C'est la première fois sur des batteries lithium que j'arrive à tirer plus d'énergie que ce qui est marqué dessus. Ok? Alors c'est avec des décharges entre 15 et 20 ampères. D'accord? Évidemment, j'ai également fait des décharges à plus de 100 ampères, à 170 ampères. Alors ce qui se trouve, c'est que... Alors, ah oui, j'ai pas dit ça. Putain, j'ai oublié de dire ça. Le BMS. Donc le BMS, sur le BMS, vous avez une valeur de coupure, c'est-à-dire qu'une valeur de l'intensité maximum que vous allez pouvoir pomper sur votre batterie à un instant T. Donc sur moi, mes batteries de 200 ampères-heure, elles peuvent fournir 200 ampères en instantané. D'accord? Donc techniquement, j'ai 3 batteries de 200 ampères-heure qui peuvent fournir 600 ampères en instantané. Voilà.
La plupart des batteries lithium ont des BMS qui les stoppent à 100 ampères. D'accord? Là, moi, j'ai acheté des batteries un peu différentes pour avoir l'option d'aller jusqu'à 200 ampères avec des BMS qui vont jusqu'à 200 ampères. Donc, ça y est, je vais vous lâcher, je vais arrêter le suspense, je vais vous lâcher la marque de mes batteries. J'ai acheté des batteries Power Queen. Donc, c'est pas... Enfin, évidemment, pour eux, ils vont dire que c'est une super marque. Bon, c'est une marque... c'est un truc qui vient de Chine, qui est logoté en Allemagne et qui est expédié depuis l'Allemagne. Vous pouvez vous en trouver sur Amazon, mais vous pouvez directement l'acheter chez Power Queen. Hein? Moi, je les ai directement achetés chez Power Queen. Les batteries, je les ai payées 517 € pièce. Donc j'ai 3 batteries de 200 ampères à 500, je crois 515 ou 517 € pièce chacune. Voilà. Donc pour l'instant, j'en suis content. Voilà. Pour l'instant, j'en suis content. Est-ce que dans 20 ans, là, en théorie, elles sont censées durer 20 ans. Est-ce que dans 20 ans, je pourrais dire la même chose? Donc, comme je vous le disais, pour les batteries, est-ce que le vent va me laisser finir cette vidéo? On avance à 5,5, ça va, hein? On avance à 5,5, on a 5 nœuds de vent, on avance à 5,5. Vous allez me dire, mais alors t'avances plus vite que le vent. Mais non, en fait. Je suis au portant, donc je reçois le vent de derrière. Donc le vent apparent, le vent que je crée, vient se dégreffer du vent réel. Donc j'avance à 5 nœuds, donc je me crée un vent de 5 nœuds et ma girouette là-haut détecte un vent de 5 nœuds. Mais en fait, c'est le vent qui vient de derrière. Donc en fait, le vent réel doit être autour des 10 nœuds. Je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde. Alors, donc je reviens sur mes batteries parce que ça c'est important. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis alors je vous conseille d'acheter des coupes-circuits. Il y a des coupes-circuits qui sont pas très chers, des coupes-circuits 500 ou 300 ampères, et j'ai mis un coupe-circuit devant chaque batterie, ce qui fait que quand j'hiverne le bateau ou quand je laisse le bateau une semaine, en tout cas si je dois m'absenter longtemps du bateau, donc pas pour une randonnée d'une journée, je ne fais pas ça, mais si je m'absente plus longtemps qu'une journée et qu'il n'y a pas besoin que l'électricité reste à bord, ce que je fais, c'est que je coupe chaque batterie. Donc comprenez bien, parce que pourquoi je fais ça? C'est pour économiser les batteries, parce qu'en fait les batteries, quand vous avez plusieurs batteries montées en dérivation, ce qui se passe, c'est que la batterie la plus faible, il y a toujours une batterie qui est plus faible que les autres et une batterie qui est plus forte. Donc les batteries ont tendance à s'équilibrer, donc les batteries les plus faibles vont user les batteries les plus fortes. Mais quand j'utilise les batteries, je considère que c'est négligeable, et puis je peux pas l'éviter. Mais quand le bateau n'est pas utilisé, le fait d'isoler chaque batterie, ça évite que les batteries se déchargent les unes dans les autres. Donc ça c'est un truc que je vous conseille de faire, c'est d'installer un petit coupe-circuit devant chaque borne plus de chaque batterie. Voilà. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il me reste à faire pour l'énergie? Il faut que je vous montre. Mon installation. Donc je vais essayer de vous montrer où j'ai placé mes batteries, parce que ceux qui ont des Dufour 385 doivent se demander, nom de Dieu, il a placé 3 batteries de 200 ampères-heure, vu la place que ça prend, où est-ce qu'il les a mis? Donc vous allez voir, j'ai été obligé de modifier un peu les emplacements batteries, et j'ai réquisitionné certains coffres, et ça c'est dans les cabines des enfants. Donc je sais pas si je peux vous le montrer tout de suite, faut voir si elle me laisse entrer. Est-ce que je peux entrer dans ta cabine, Clara? J'ai pas l'autorisation d'entrer dans ta cabine. C'est pour faire voir le compartiment batterie. Je montre pas le bazar que tu as mis dans ta chambre avec toutes les peluches, promis. Et Victoria, il y a une seule batterie de son côté. Non mais seulement ta chambre, ça ira. J'ai pas besoin de montrer celle de Victoria. Mais Victoria, je montrerai sa chambre dans une autre vidéo. Tout le monde a très envie de voir la chambre de Victoria.
Pas la tienne, mais si la tienne aussi. Elle est... C'est vrai que Victoria, elle a bien aménagé sa chambre. Hein. Avec des petits tapis, des petits machins, des... Oh là là, c'est pas mal du tout. Bon, le problème sur un bateau, c'est de garder rangé. Hein. Pour tous ceux qui ont des bateaux me comprennent, c'est très compliqué de garder rangé un bateau. Parce qu'il y a très peu de place, donc dès qu'on déplace quelque chose, tout de suite on est obligé de déranger un autre truc. Voilà, tout est empilé, rangé, c'est les Lego. Donc dans les coffres c'est des Lego, donc dès que vous prenez un truc, vous sortez d'autres machins, et donc il faut tout de suite le ranger, ou en tout cas voilà. Oh, ça y est. Bon alors ça y est, et le vent il est plus... Et plus de vent, nom de Dieu. Oh là là. Est-ce que je vais y arriver? Ah bah il n'y a plus de vent. Alors là il n'y a vraiment plus de vent. On a combien de vent là? Ah, c'est tombé à 3 nœuds. On a 3 nœuds de vent. On avance à 3, donc ça fait 6 nœuds de vent réels. Ah oui, donc là le génois supporte plus. Il ne tient plus. Donc là effectivement un spi serait utile, parce que même tangonné, le génois tient plus. Ce que je vais faire, c'est que je vais rentrer le génois pour le tendre sur le tangon. Pas de vent, il n'y a pas de vent. Hein. On va pas l'inventer. Bon allez, je vous laisse. J'essaierai de vous montrer les batteries, où elles sont et comment elles sont placées après. Voilà. Et je vous montrerai également mon booster. Mon booster. Oh non, pas encore. Moi, je vais dans ma chambre. Tu vas dans ta chambre? Oui. Ah mais de toute façon il n'y a pas de vent, je vais pas faire tout de suite. Mais tout à l'heure. Ciao. Allez, ciao. J'ai une petite faim moi. Quelle heure il est? 11h30? Il y a quelque chose à manger? Oh il fait chaud là. Plus de vent là, tout d'un coup ça devient pénible. Ah tiens. Ah mais tiens. Oh là là, regardez. Oh je sais pas si on voit. Alors, regardez-moi ça. Il y a une brochette d'éoliennes là, regardez. Je sais pas si on voit là, il y a une brochette d'éoliennes. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 éoliennes. Il y a 11 éoliennes. Donc la première tourne, la deuxième il n'y a pas de pale, la troisième est arrêtée, la quatrième j'ai l'impression qu'il n'y a pas de pale non plus, la cinquième est arrêtée, la sixième tourne, la septième est arrêtée, la huitième est arrêtée, la neuvième tourne, la 10e est arrêtée, la 11e est arrêtée. Donc en fait on a 1, 2, 3, on a 3 éoliennes. 4, 6, 8, 10. Sur 11 éoliennes, il y a 3 éoliennes qui tournent. On est bon là. On est bien. D'ailleurs il y en a une qui tourne un peu vite. Pour le vent qu'il y a, je trouve qu'elle tourne vite. C'est marrant qu'elle tourne pas à la même vitesse, les éoliennes qui tournent. Alors je vous vois, je vous interdis de penser qu'elles sont alimentées électriquement pour tourner. Je vous interdis de penser ça. Non, elles tournent naturellement avec le vent qui souffle. Parce que là-bas, il y a plus de vent que là. Parce que là elles ont l'air de tourner. Elles tournent. Elles ont la patate, hein. Celles qui tournent, elles tournent vite. 3 sur 11.